Demain, c'est aujourd'hui. Bienvenue à Demain, c'est aujourd'hui, des rencontres présentées par Force Jeunesse. Je suis Simon Tellès, président de l'organisation. À Force Jeunesse, on est des bénévoles, on est non partisans, on est des jeunes qui sont engagés et qui veulent s'assurer que notre génération fasse partie des décisions. Parce que si on veut décider à quoi va ressembler demain, il faut agir dès aujourd'hui. Moi, honnêtement, je suis prête à tout pour aider l'environnement. Donc, que ce soit payer plus d'argent pour ça, je suis partante parce que c'est une urgence d'agir. On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour régler la crise climatique. Puis s'il faut dépenser un peu plus d'argent pour ça, allons-y. Mais il faut que tout le monde paye. C'est quelque chose que je souhaiterais que les partis politiques mettent de l'avant. Je pense pas que c'est tout le monde qui serait peut-être dans la même situation financière que la mienne. Mais moi, à titre personnel, oui, je serais prêt à payer une taxe environnementale. Honnêtement, je serais mettre à probablement un 12-1500 pièces par année, là, 100 pièces par mois, là. Ouais, je serais prêt à le faire. Un one shot, à la fin de l'année, c'est ma contribution. Un 1500 pièces, je pense que ça aurait du sens. Demain, c'est aujourd'hui. Les jeunes se préoccupent de plus en plus de l'impact de leur investissement personnel sur l'environnement, mais également de ce que font nos institutions québécoises pour atteindre ce même objectif. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Mme Caroline Laberge, qui est conseillère principale en investissement durable à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, et M. Christophe Ménigaud, qui est leader de pratique ESG au Mouvement Desjardins. Bonjour à vous. Bonjour. Madame Laberge, vous êtes conseillère principale en investissement durable. Pouvez-vous nous parler un peu de vos fonctions? Qu'est-ce que vous faites concrètement à la Caisse de dépôt et de placement du Québec? Oui, bonjour Simon. J'attire à titre de conseillère principale. Je participe entre autres aux activités liées à l'exercice de notre droit de vote dans les assemblées d'actionnaires, à l'engagement auprès de nos sociétés en portefeuille et aussi à l'intégration des critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans nos processus d'investissement. Je suis aussi impliquée dans nos grandes activités transversales qui touchent entre autres à la diversité et au changement climatique. Monsieur Ménigaud, vous êtes leader de pratique ESG au Mouvement Desjardins. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous faites? Oui, bien sûr. Écoutez, moi, mon rôle est au sein du Mouvement Desjardins d'accompagner les différents secteurs d'affaires, les différents métiers de l'organisation sur toute leur réflexion autour des trois piliers environnement, social et gouvernance. Je travaille aussi sur certains cas particuliers qui peuvent arriver justement autour de ces trois piliers. Et puis, j'ai un focus un petit peu plus sur les métiers investissement et financement au sein de Desjardins. Autant la Caisse de dépôt et de placement du Québec que le Mouvement Desjardins sont deux investisseurs majeurs au Québec. Comment vous avez intégré les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans votre stratégie d'investissement? Monsieur Ménigaud? L'investissement responsable chez Desjardins, c'est pas quelque chose de nouveau. Les premiers fonds environnement au sein de Desjardins, ils datent de 1990, donc ça fait pas mal d'années qu'on est là-dedans. On a aussi développé toute une gamme de fonds responsables pour les membres et clients. Donc c'est quelque chose qui s'est fait depuis longtemps et puis qui s'est fait progressivement. Donc à mesure que la discipline aussi, l'investissement responsable, dont on parlait pas finalement il y a quelques décennies, a évolué, c'est des choses qui sont intégrées d'abord dans la partie investissement et puis progressivement ça a un petit peu diffusé dans les autres métiers au sein de Desjardins, financement, assurance, etc. Et du côté de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, comment l'intégration de ces critères-là est faite? En fait, nous, on considère les facteurs ESG dans notre cycle d'investissement depuis plusieurs années. On croit que pour un investisseur de long terme, l'intégration des critères ESG est essentielle. L'idée, c'est que tous nos investissements doivent répondre à une analyse des facteurs ESG qu'on regarde à la fois d'un point de vue risque, mais aussi opportunité, ce qui est extrêmement important dans une perspective de long terme. C'est une démarche qui fait partie intégrante de notre stratégie d'investissement, qui couvre l'ensemble de nos classes d'actifs et qui est faite à la fois au moment du pré-investissement que du post-investissement et toujours en collaboration avec les équipes d'investissement aussi. Merci. Monsieur Ménigaud, comment, du côté de Desjardins, on intègre concrètement ces critères ESG dans les décisions, dans les stratégies d'investissement? Je commencerai peut-être en rappelant que quand on est investisseur, quand on investit dans une entreprise, en fait, on devient en quelque sorte copropriétaire de l'entreprise. Je pense que c'est assez clé et ça va jouer un rôle fondamental dans le rôle justement que les institutions comme la Caisse, comme Desjardins ou d'autres peut avoir sur ces entreprises. À partir du moment où on est copropriétaire, qu'on a des actions, on a son mot à dire.
On a son mot à dire dans les conseils d'administration, dont Caroline parlait, et on va pouvoir poser des questions, soutenir des mentions. Parmi les choses qu'on fait chez Desjardins en termes d'investissement responsable, on va retrouver un petit peu ce que Caroline a déjà dit, c'est-à-dire des votes aux assemblées, des dialogues avec la haute direction, que ce soit le conseil d'administration ou le comité de direction de ces entreprises. Il peut aussi s'organiser des visites pour mieux comprendre un petit peu le contexte de ces entreprises-là. Et tout ça, c'est autant d'occasions où justement on va pouvoir passer nos messages. De quelle façon, concrètement, en exerçant son rôle d'actionnaire, est-ce que Desjardins peut amener des entreprises à avoir de meilleures pratiques environnementales? Ce dialogue donc qu'on exerce et puis ce vote, puisque faut voir aussi que un vote d'opposition, par exemple à une nomination d'administrateur ou de renouvellement de confiance auprès de la haute direction, ça a un énorme impact. C'est-à-dire à partir du moment où vous posez ce genre d'action, la direction ou le conseil d'administration de l'entreprise est obligé de répondre. Donc c'est ainsi qu'on va amener ces sujets-là. C'est sûr qu'il y a 30 ans, on parlait pas forcément de changement climatique ou encore pas énormément. Les thèmes évoluent avec le temps. C'est sûr que tout ce qui est changement climatique a pris beaucoup d'importance. La diversité aussi a pris une énorme importance. Il y a quelques années, on parlait plus de gouvernance. Est-ce que les conseils d'administration sont bien gérés? Aujourd'hui, Desjardins va beaucoup mettre l'accent sur effectivement les enjeux climatiques des entreprises, sur la diversité également, qui est un enjeu clé. Et est-ce que vous sentez une certaine résistance quand vous amenez ces changements-là, ou généralement c'est un mouvement qui est suivi par les entreprises? Je dirais que c'est un sujet qui a pris de l'ampleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une seule entreprise cotée en bourse, puisque c'est ça l'univers d'investissement principal, qui n'ait pas eu une question sur la diversité, sur la représentativité de son conseil d'administration. Est-ce que ce sont tous des hommes blancs de plus de 70 ans qui sont là, ou est-ce qu'il y a vraiment une représentativité? Donc, je pense que ça s'en vient. En plus, plus on va aller vers des secteurs, disons, sensibles, par exemple sur les enjeux climatiques, le secteur du pétrole, du gaz, des mines, des ressources naturelles d'une manière générale. Ça fait bien longtemps que les ONG ont joué un rôle aussi de précurseur et ont commencé à poser des questions, etc. Donc ces entreprises-là sont déjà prêtes. Mais c'est vrai que d'autres secteurs qui étaient un petit peu moins familiers s'y mettent. Maintenant, quasiment tous les investisseurs, que ce soit les fonds de pension ou les gestionnaires d'actifs, ceux qui vont gérer l'argent pour ceux qui ont l'argent, posent ces questions-là à ces entreprises. Donc, c'est un mouvement qui prend vraiment de l'ampleur surtout depuis 10 ans, je dirais. Du côté de la Caisse de dépôt et placement du Québec, comment vous exercez vos leviers d'influence en tant qu'actionnaire dans les entreprises? Christophe a mentionné le droit de vote qui est extrêmement important. Se prononcer, donc Christophe parlait du conseil d'administration, de la rémunération, c'est un autre exemple, mais également sur les propositions d'actionnaires qui de plus en plus touchent les changements climatiques. Donc nous, on va être amenés à appuyer des propositions d'actionnaires sur des cibles de réduction de réduction des GES, une divulgation qui est améliorée, on veut plus de transparence, donc on exerce ce droit de vote activement chaque année, je le mentionnais un peu plus tôt, mais l'engagement, c'est extrêmement important. Je pense que ce qui est aussi important, c'est de comprendre que on exerce un engagement aussi sous une forme d'accompagnement. On est un investisseur long terme dans nos entreprises en portefeuille, donc on veut vraiment accompagner nos entreprises dans la transition vers une économie sobre en carbone. Puis on veut aussi aider les entreprises à identifier les opportunités commerciales qui sont plus durables, puis à accélérer le changement. Donc je pense que c'est aussi important de comprendre qu'on veut utiliser notre capital de manière constructive et notre expertise aussi pour justement encourager les entreprises de tous les secteurs à s'améliorer et à s'engager vers cette transition énergétique, justement. Et quelles sont les conséquences des changements climatiques sur les entreprises? Quels sont les dangers pour les entreprises de ne pas tenir compte des changements qui vont être amenés par les bouleversements climatiques? Monsieur Minigot? Quand on pense au changement climatique et l'impact sur les entreprises, c'est vrai qu'on va penser en premier lieu à tout ce qui est ce qu'on appelle les risques physiques. Donc, plus de phénomènes météorologiques extrêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut dire des magasins qui peuvent ne plus ouvrir, une chaîne d'approvisionnement qui va être interrompue. Si vous avez des pluies torrentielles ou une sécheresse extrême là où vous produisez du café, si vous êtes vendeur de café, vous allez un petit peu avoir du mal à vous approvisionner. Donc ça, c'est vraiment les risques physiques et c'est ça en fait que vont demander peut-être en premier lieu les investisseurs à dire est-ce que vous avez bien pris en compte tous ces risques physiques au sein de vos chaînes d'approvisionnement. Il y a ensuite tout ce qui est risque de transition.
Donc ça, c'est dû justement à la transition énergétique ou à tous les effets que ces changements climatiques vont avoir sur tout notre écosystème économique et qui vont faire en sorte, par exemple, que si moi je suis un investisseur et que dans mon portefeuille j'ai que des entreprises dans le secteur fossile et que 10 ans après, en fait, dans le secteur fossile, plus personne veut m'acheter d'actions parce que il y a eu des changements, les changements climatiques sont de plus en plus réels, que tout le monde est en train d'en sortir parce que justement on investit massivement dans le renouvelable, je me retrouve avec des milliards d'actions dont je ne sais pas quoi faire puisque personne va me les acheter et c'est des entreprises qui a priori devraient être de moins en moins rentables. Donc pour simplifier, c'est un petit peu ça, ces risques de transition. Puis il y a aussi tout ce qui est risque réputationnel, à garder dans mon portefeuille beaucoup d'actifs, disons, très sales ou très émetteurs de carbone. Ça se sait, généralement. Et je vais commencer à avoir un problème de réputation vis-à-vis de mes propres clients, moi, en tant que détenteur d'actifs ou gestionnaire, justement, d'actifs. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, les institutions financières ne pourraient pas se permettre de faire fi des changements climatiques dans l'offre de produits qui est offerte parce qu'il y a un marché, il y a une demande là, pour avoir des placements qui sont plus responsables. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ne pas prendre en compte ces paramètres-là, c'est un vrai enjeu. Je pense que quand on regarde en plus les montants d'investissement responsable dans le monde, ils sont massifs. C'est-à-dire que là, maintenant, je crois que c'est pratiquement la moitié de l'actif géré mondialement et se fait via au moins une stratégie d'investissement responsable. Alors des fois, c'est assez minoritaire, mais ça prend une ampleur incroyable. Du côté de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, quels sont ces risques-là, justement, des changements climatiques sur le marché économique? Comment ça force la Caisse à changer ses façons de faire? On vit vraiment déjà l'impact des changements climatiques dans tous les secteurs de l'économie, puis des impacts qui vont s'intensifier avec le temps. Christophe parlait des risques physiques, parlait de la chaîne d'approvisionnement. Et puis, je pense que l'idée pour nous, c'était vraiment, dans ce contexte, d'agir maintenant, puis de contribuer de manière constructive à cet enjeu. Un autre élément également dont on n'a pas discuté, c'est les moyens qui sont adoptés par les entreprises, mais aussi les autorités pour accélérer la transition vers une économie sobre en carbone qui viennent modifier le cadre des marchés. Ce nouveau contexte pose un défi d'adaptation pour certains secteurs d'activité, mais pour d'autres, comme les énergies renouvelables, les infrastructures, le transport électrique, ça permet aussi de générer des occasions d'investissement qui sont attrayantes. Je parlais du montant de nos actifs sobres en carbone qui est important, de notre stratégie climatique qui s'inscrit dans l'économie réelle. Donc pour nous, c'était des leviers d'influence qu'on voulait exercer puis vraiment faire notre part aussi par rapport à cet enjeu. Est-ce que c'est bien que les autorités forcent justement les secteurs à s'adapter peut-être plus rapidement qu'elles ne le feraient naturellement? Ça, c'est toujours le grand débat, le bâton ou la carotte. Est-ce que j'impose des règles ou est-ce que j'attends que le marché s'organise et aille dans la bonne direction? Je pense que moi, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense qu'il faut laisser une certaine dose de flexibilité. Je pense, alors à titre personnel, qu'il faut aussi un minimum de cadre réglementaire pour faire en sorte que on aille plus vite. On est face à une crise climatique d'une ampleur incroyable. Je pense que le siècle à venir, on pense que le siècle à venir va être clé pour clairement la survie de l'humanité. Donc, est-ce qu'on a le loisir d'attendre encore 50 ou 70 ans que tout le monde se mette en ordre? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelques leviers actionnés qui peuvent avoir un grand impact sans un effort trop grand. Est-ce que c'est possible de, tout en s'engageant comme actionnaire, diminuer nos investissements dans les hydrocarbures? Je pense que toute la question plus générale du désinvestissement, elle est complexe. C'est pas parce qu'on sort en tant qu'actionnaire ou globalement de ces énergies qu'on va forcément avoir le meilleur impact. Désinvestir égale arrêter de financer l'industrie, c'est pas aussi simple que ça, parce que si je sors d'une industrie polluante, il y en a d'autres qui vont rentrer en tant qu'actionnaires, ils vont racheter mes parts, et ces actionnaires-là vont peut-être pas forcément avoir les mêmes valeurs, et en tout cas vont peut-être pas jouer le même rôle actif que moi je pourrais avoir, moi, Desjardins, la Caisse, etc., investisseur responsable. Donc rester investi dans ces entreprises-là va nous permettre d'avoir notre voix au chapitre, d'être, comme je le disais au début, copropriétaire de l'entreprise et donc de pouvoir influer sur ses actions. Après, donc une fois qu'on reste investi, donc on peut avoir ce rôle actif. Maintenant,
Si dans la durée on voit que justement il n'y a pas de changement, que nos résolutions d'actionnaires, nos visites, nos dialogues avec ces entreprises n'évoluent pas, on peut effectivement dans ce cas-là envisager un désinvestissement. Ça se fait. Face à l'urgence climatique quand même à laquelle on fait face, qu'est-ce que vos institutions respectives, la Caisse de dépôt et de placement du Québec et le Mouvement Desjardins font à court terme pour avoir un impact concret sur l'environnement? Lorsqu'on a adopté notre stratégie climatique en 2017, il y avait cette volonté vraiment d'être à l'avant-garde des grands investisseurs institutionnels qui étaient proactifs en la matière. Et puis, on voulait aussi bâtir notre stratégie en se fondant sur des principes qui étaient clairs. Donc, on voulait pouvoir expliquer les cibles, les moyens adoptés, on voulait que ce soit mesurable, puis on voulait aussi que ce soit établi de manière à pouvoir nous faire une reddition de compte sur ce qu'on voulait faire par rapport à cet enjeu. Donc, c'est pour ça qu'on a basé notre stratégie sur des piliers qui étaient très clairs et aussi avec une certaine portée dans le temps. Donc, à court terme, on disait... Depuis 2017, on prend en compte le facteur climatique dans chacune de nos décisions d'investissement. Donc, une analyse empreinte carbone est faite pour chacun des investissements. Entre 2017 et 2020, on voulait aussi augmenter nos investissements carbone de 80%. Donc, on a une hausse de 95% depuis 2017. Aujourd'hui, on a un total de 34 milliards d'actifs sub en carbone. Donc, ça fait vraiment de la Caisse un des investisseurs les plus importants en actifs sub en carbone au monde. On voulait aussi réduire notre intensité carbone, donc de 25% par dollar investi entre 2017 et 2025. Et on voulait exercer un leadership renforcé. Donc, on voulait ouvrir le dialogue non seulement auprès de nos sociétés en portefeuille, mais aussi de l'industrie. Donc, pour nous, c'est des initiatives qui sont concrètes et c'était important aussi d'aligner notre stratégie climatique avec nos décisions d'investissement qu'on faisait tous les jours. Du côté du Mouvement Desjardins, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui là, qui a vraiment un impact demain sur les changements climatiques, même si c'est un enjeu qui est à plus long terme? Chez Desjardins, en fait, depuis 2017, on a mis en place tout un ensemble de projets autour, dans la suite, en fait, des accords de Paris. Il y a cette volonté de réduire notre propre empreinte. Tout ce qui est nos opérations, on les réduit. Ce qu'on n'arrive pas à réduire, on le compense. De quelle façon vous les réduisez, ces opérations-là? On le réduit. Par exemple, sur une organisation comme Desjardins, il y a un petit peu de transport. On a beaucoup de bâtiments. Les caisses, les succursales, les bâtiments. Donc, on est en train de transitionner tous ces bâtiments vers des bâtiments bas carbone qui consomment peu d'énergie. On est en train aussi de faire tout un virage numérique pour avoir moins de papier à envoyer aux clients. Donc ça, c'est des stratégies aussi qu'on propose à nos membres et clients, mais c'est pas tous les membres et clients. Des personnes un petit peu plus âgées sont peut-être moins à l'aise. Donc c'est toute cette transition-là qu'on fait en termes d'opération. C'est aussi nos déplacements. Donc les déplacements, il y a une flotte de véhicules au sein de Desjardins qu'on est elle aussi en train de transitionner vers des véhicules hybrides, vers des véhicules 100% électriques. Tout ça nous permet de diminuer notre empreinte carbone à nous. Maintenant, pour une institution financière, quelque chose comme 95% de l'empreinte, elle est due là où elle investit, où elle finance. Donc c'est là où le bas blesse. Maintenant, l'ampleur est tellement énorme que toutes les institutions financières dans le monde sont un petit peu en train de se gratter la tête pour savoir comment faire pour décarboniser leurs investissements. Comment est-ce qu'on le gère, nous, chez Desjardins? Il faut voir aussi que Desjardins, c'est à la différence de la Caisse qui est propriétaire en quelque sorte de ses fonds, elle choisit exactement où elle les met. Nous, on a plusieurs métiers. Notre volet investissement, on gère l'argent des autres. Notre volet financement, on va financer des entreprises qui viennent nous voir et qui nous demandent de l'argent pour mettre en place des projets, pour se financer au jour le jour. Donc, on a des leviers d'action un petit peu différents. Pour l'argent que Desjardins gère, pour lui, on a cette cible de réduire en permanence de 25% l'empreinte carbone de nos investissements par rapport aux indices de référence. C'est-à-dire, si j'investis sur une moyenne du marché canadien, une empreinte carbone toujours au moins 25% inférieure à si on prenait la moyenne du marché. On est même rendu à 31% en ce moment. Donc, et ça, c'est en parallèle. C'est-à-dire, si l'économie se décarbonise, nous, on est toujours 25 à 30% en dessous. Une
des conceptions qui est bien présente, c'est qu'un investissement qui est plus responsable, qui est plus durable, vient avec un rendement qui est moins élevé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Je pense que c'est une légende urbaine, en quelque sorte. C'est quelque chose qui est un peu la peau dure. Les premiers fonds investissement responsables ont peut-être eu cette image-là, mais il y a de plus en plus d'études, et maintenant c'est vraiment confirmé par le secteur universitaire, que investir de manière responsable est au contraire généralement associé à des rendements plus élevés et à une baisse du risque. Pourquoi ? C'est assez intuitif. Un investissement, disons, traditionnel va ne prendre en compte que des facteurs financiers. Mon fonds de roulement, mon bilan, mes états financiers. L'investissement responsable, c'est à cette même analyse, on va rajouter d'autres critères. Est-ce que l'entreprise traite bien ses employés ? Est-ce qu'il y a une bonne diversité au sein de cette entreprise ? On sait que la diversité, ça amène plus d'idées, plus d'innovations. Si on n'a que des gens qui sont préformatés sur les mêmes idées, on a une entreprise potentiellement moins résiliente. Est-ce que l'entreprise prend en compte les enjeux environnementaux, climatiques ou autres ? Est-ce qu'elle a en permanence des amendes parce que elle a des déversements, etc. Donc, prendre en compte tous ces critères-là donne une meilleure idée de ces entreprises-là et permet de faire de meilleurs investissements. Donc, notre risque diminue et le risque, souvent, est associé à un rendement un petit peu moins élevé. Donc, allez voir, regardez deux fonds équivalents, un traditionnel, un responsable. Vous verrez que les rendements sont généralement, surtout sur du long terme, il ne faut pas regarder à court terme, sur du long terme, c'est des rendements supérieurs. Et en plus, on le voit là au moment dans ce contexte de crise, les entreprises les plus résilientes, celles qui ont le plus résisté à la crise, sont généralement celles qui avaient mis en place des vraies stratégies d'investissement responsable. Donc, ce que vous dites essentiellement, c'est soyons prudents avec les investissements, notamment dans les compagnies pétrolières ou les hydrocarbures qui pourraient nous donner un rendement plus élevé à court terme, parce qu'à long terme, peut-être que des fonds plus responsables seraient plus bénéfiques pour les épargnants. Exactement. Puis en plus, dans le contexte actuel, je pense que les entreprises du secteur pétrolier sont pas spécialement en bonne posture en ce moment. Mais effectivement, sur du long terme, on va être sur des portefeuilles où cette portion-là très fossile va prendre de moins en moins de part parce qu'elle est de moins en moins rentable. Est-ce que la Caisse de dépôt et de placement du Québec a les mêmes constats ou a les mêmes observations en termes d'investissement? Oui, je dirais qu'en fait, on a démontré que les entreprises qui ont une proposition forte sur l'ESG sont celles qui ont souvent la plus grande capacité de création de valeur. Puis, il y a un élément qui est aussi important, c'est au niveau de l'exploitation des nouveaux marchés. Donc, on voit que la proposition ESG peut aussi amener les entreprises à exploiter des nouveaux marchés, à étendre l'activité sur des marchés qui sont existants. Puis, je pense que l'attachement grandissant des consommateurs n'est pas négligeable non plus. On voit que il y a de plus en plus de consommateurs qui sont prêts à débourser davantage pour des produits qui sont durables. Puis ça, je pense que c'est aussi un autre signe important pour les marchés. Ce que tu dis, Caroline, est super intéressant parce que nous, on voit justement une augmentation énorme justement de tout ce qui est produit d'investissement responsable. À l'heure actuelle, les fonds responsables, c'est 10% de tous les fonds chez Desjardins et c'est en augmentation constante depuis des années. Est-ce que tous les deux, vous ressentez ou vos institutions ressentent une pression justement pour offrir ces produits-là et pour avoir des placements qui sont plus durables? Ces produits-là, on les offre depuis des années, depuis 30 ans. Là, donc, on a été très précurseurs sur cette offre aux particuliers. Puis c'est là, on a une différence un petit peu entre la Caisse et Desjardins. Desjardins, nous, on est nos clients, c'est vous et moi. Donc, les produits d'investissement responsable, avoir accès à ces produits-là pendant des décennies, il y avait personne qui les offrait à part Desjardins. Là, depuis quelques années, la plupart des autres institutions financières se sont rendues compte que oui, il y a quelque chose, c'est payant, c'est une mode, et puis ils arrivent. Donc là, aujourd'hui, au Québec, au Canada, on a accès maintenant, et puis partout dans le monde d'ailleurs, on a accès à une foule de produits qui peut correspondre vraiment à tout type d'investisseur. Du côté de la Caisse de dépôt et de placement, qu'est-ce qui explique ce virage-là? Qu'est-ce qui a amené cette impulsion-là vers le changement? Je dirais que c'est pas un virage. À la Caisse, ça fait près de 20 ans qu'on inclut les critères ESG d'une certaine manière dans nos décisions d'investissement, dans nos processus, la manière dont on vote nos actions lors des AGM annuellement. C'est quelque chose qu'on prend au sérieux. Ça fait presque partie de notre ADN, de notre façon de faire. Je pense qu'il y a
Quelque chose d'autre qui témoigne aussi du fait qu'on soit autant à l'avant-garde, c'est notre stratégie climatique en 2017, les cibles qu'on s'est fixées, qui étaient ambitieuses, le fait de lier la rémunération variable de nos employés aussi au changement climatique et là de viser la carboneutralité de notre portefeuille d'ici 2050. Je pense qu'on est à l'avant-garde, on veut rester à l'avant-garde et c'est aussi un domaine qui évolue extrêmement vite. Il faut comprendre que les enjeux ESG, c'est extrêmement organique, ça évolue de plus en plus rapidement. Donc je pense que c'est aussi important, on parlait de collaboration tout à l'heure, de continuer à collaborer, à se partager les meilleures pratiques entre les différents acteurs pour être capable justement de faire évoluer ça dans la bonne direction. Quel est le rôle, selon vous, des jeunes dans les changements qui sont amenés pour les changements climatiques et quelle place on leur fait, notamment à la Caisse et chez Desjardins, pour accélérer ce changement-là? Les jeunes sont une voie cruciale. Je veux dire, c'est les consommateurs de demain, c'est les dirigeants de demain. Donc, il y a une place qui est spéciale, je pense, dans toute organisation, un tant soit peu intelligente, on va dire. Comment ça se concrétise chez Desjardins? On a un programme jeunes administrateurs, c'est-à-dire qui forment des administrateurs dans les caisses, justement, à leur apprendre le métier. Et c'est autant d'occasions, de se former, et puis d'influencer, d'influer sur les décisions, que ce soit au sein du mouvement Desjardins, que après, quand ils vont aller intervenir dans d'autres conseils d'administration. On a aussi au sein de Desjardins un comité aviseur jeunesse qui regroupe plusieurs personnes de moins de 35 ans, de 18 à 35 ans, et qui a un accès direct à la haute direction, donc au conseil de direction mouvement, au conseil d'administration et au comité d'orientation ESG dont je fais partie, qui traite de tous les enjeux ESG et qui est amené à se prononcer sur certains enjeux, alors ESG ou autres, mais où justement on cherche à obtenir la voix des jeunes pour comprendre et comprendre ce qui est important et puis aussi influer sur nos propres décisions d'affaires. Du côté de la Caisse des dépôts de placement du Québec, comment les jeunes sont intégrés dans votre structure? Comment est-ce qu'ils peuvent faire percoler ces changements-là encore plus rapidement? Je te dirais que pour moi, c'est évident que la place qui est faite aux jeunes est importante à la Caisse. Je pense que c'est environ un tiers de nos employés qui ont moins de 35 ans. Ça s'inscrit aussi dans une perspective plus globale sur la diversité que tu mentionnais tout à l'heure. Je pense que c'est en lien avec autant l'innovation que la créativité, l'agilité, l'engagement de nos employés. Puis pour moi, c'est important aussi de faire un travail qui rejoint mes valeurs personnelles. Puis c'est ce que je retrouve dans mes mandats au sein de la Caisse, puis au sein de l'équipe d'investissement durable. Puis je dirais aussi que le fait de continuellement apprendre au fur et à mesure que la réflexion sur les facteurs ESG évolue, c'est aussi un aspect qui me stimule. Et puis finalement, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais j'adore le fait que le ESG soit un domaine extrêmement collaboratif, donc autant à l'interne avec mes collègues, mais aussi avec tous les acteurs du marché. Je pense que c'est ce qui va faire en sorte que les choses vont évoluer, qu'on va avoir un impact de plus en plus positif lorsqu'on parle de ESG et qu'on va continuer sur cette lancée. Vous êtes vous-même deux jeunes qui avez des responsabilités importantes au sein d'acteurs de premier plan là, qui peuvent lutter contre les changements climatiques. Si vous aviez un message à envoyer aux jeunes aujourd'hui qui veulent s'engager, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, Monsieur Minigo? Je dirais que même si vous choisissez pas forcément d'embrasser cette carrière dans l'investissement responsable, etc., vous avez aussi un rôle majeur dans vos choix d'investissement. C'est-à-dire que quand vous investissez pour vos REER, vos CELI, etc., dans des fonds d'investissement responsable, vous envoyez un signal et votre argent a un impact énorme. Comme on le disait depuis le début, vous êtes à la table des actionnaires et vous influez sur la direction de ces entreprises-là. Donc ne négligez pas l'importance de votre pouvoir via vos CELI, fussent-ils petits. Caroline Laberge, qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui, comme vous, veulent avoir un impact? Je pense que c'est important de continuer à poser des questions à vos institutions financières, à vos employeurs, que vous travaillez spécifiquement dans le domaine de l'investissement responsable ou pas, de poser des questions sur les pratiques ESG, de continuer à lire. J'en parle, ça évolue tellement vite comme domaine, donc je pense de rester à l'affût, de se mobiliser et de continuer à penser qu'on est capable de changer les choses, je pense, tous ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Nos invités étaient Caroline Laberge, conseillère principale en investissement durable à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et Christophe Minigo, leader de pratique ESG au Mouvement Desjardins. Animation, Simon Tellez.
conception sonore, Francis Thibault. Réalisation, Geneviève Tremblay. Production, Coyote Audio. Ce balado est présenté par Force Jeunesse et a été rendu possible grâce au soutien de la Caisse Desjardins de l'administration et des services publics. Nous tenons également à remercier Trivium Avocats Notaires Conseil, notre partenaire collaborateur.